parler de AI on Edge, l'intelligence artificielle à la périphérie, avec Jean-Pierre et Jonathan. Ça fait, ça fait groupe de pop des années 80, je trouve, Jonathan et Jean-Pierre. Heu, alors, tout à l'heure, Jean-Pierre, tu me disais que tu avais quitté Toulouse pour Paris, est-ce que tu peux me dire 2 mots là-dessus? Ouais, ouais, non, en fait, À moi, part dans l'après-midi, je suis un amoureux de Paris et donc j'ai été vivre à Toulouse. Je suis AI parti on à Toulouse il y a 20 ans et je suis revenu il y a 10 ans, parce que Paris me manquait. Voilà, et on me dit souvent que c'est pas normal, mais Edge. Ouais, ouais, il y a des avantages aussi à Paris, hein, c'est sûr. tout à fait. Et toi, Jonathan, tu es fan de Naruto, tu veux en parler? Non, non, on avait dit Jonathan et Jennifer en fait. D'accord. Bah, je suis plus David et Jonathan en fait. Voilà. D'accord. Ouais, je ferai Et David. ben, OK, bah, écoutez, David et Jonathan, je vous laisse la parole, puis, on peut démarrer pour la dernière session de l'après-midi. Eh bien, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. On passe à la fin. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de toute cette journée autour de l'IA, et merci aux organisateurs d'avoir organisé cet événement super rapidement, qui nous permet de partager les sujets de prédiction qui nous caractérisent. Alors, on va juste se représenter très très rapidement, juste pour bien marquer notre nom, ce qu'on fait et pourquoi on est, entre guillemets, légitime sur ce sujet. Donc moi, je m'appelle Jean-Pierre, je m'occupe d'innovation chez Azeo, et donc au titre d'innovation, je travaille sur tout un tas de sujets comme l'IoT, entre autres, et l'IA d'un autre côté. Et l'idée, ça a été de travailler sur des sujets qui mêlaient un petit peu les uns et les autres. À l'origine, moi, je viens de la data, je suis MVP depuis 12 ans ou 13 ans, bref, je ne sais plus. Et accessoirement, je m'occupe aussi d'autres communautés, donc pas la communauté IA, mais la communauté data et la communauté Power BI en France. Jonathan. Alors moi en fait je suis développeur, je suis le cursus école IA Microsoft. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une école d'un nouveau genre en fait, où on apprend à développer des intelligences artificielles. Alors c'est très axé machine learning, mais on n'a pas forcément d'avoir un gros background bac plus 12 en maths pour pouvoir l'intégrer en fait. Alors je sais il y a des apprenants qui me regardent, donc je les salue. Et voilà, si on en sort vivant, on peut aller dans des belles boîtes comme Azeo et être sur le pôle innovation avec Jean-Pierre Riel. Voilà, ça c'est Voilà, trop, c'est beau. trop d'honneur. Alors justement, c'est un des sujets qu'on traite tous les deux avec Jonathan et d'autres, parce qu'il y a des développeurs IoT qui travaillent un petit peu sur le sujet avec nous. Mais juste un des fils conducteurs de la session, en tout cas, un outil qui pour nous nous sert justement à creuser certains sujets, puisque au pôle innovation, on fait un peu une sorte de R&D, un petit peu, on défriche certains sujets. Et on a fait un hackathon avec un projet interne qu'on traîne depuis un petit moment qui s'appelle Happy Face, où l'idée c'était justement d'avoir une caméra qui prend la tête des gens et qui va justement, là en l'occurrence, définir les émotions et accessoirement remplacer ça avec des emojis. Mais l'idée c'était, vous vous doutez bien, on travaille sur du computer vision, ça va être un peu notre fil conducteur. En tout cas, c'est celui sur lequel, c'est le sujet sur lequel on a creusé ce sujet de mettre de l'IA à la périphérie. Voilà, même si on a pu travailler récemment sur des sujets de speech to text, hein, donc cette fois-ci, on n'est pas sur l'image, mais on va être sur la voix. On en parlera peut-être, on verra en fonction. Enfin voilà, si c'est où va nous mener la session. En tout cas, c'est un autre sujet où on doit traiter cette problématique de mettre à la périphérie un algo qui va traiter une image, du son, etc. Alors avant de démarrer, je reviens juste un petit peu sur exactement de quoi on parle. Parce qu'on pourrait se dire, OK, on nous parle d'IA, mais c'est facile, l'IA, on a bien compris, on entraîne des modèles et puis après, on fait de l'inférence, on les exécute, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, tout le monde, je vais dire tout le monde, beaucoup de gens en font et c'est assez démocratisé. Et à côté, on nous parle de périphérie ou de edge computing, qui est le terme anglais. Donc, quelle est finalement la spécificité de ce dont on va parler et de ce sur quoi on travaille avec Jonathan et le reste de l'équipe
de l'équipe innovation d'Azeo. Alors le edge computing, finalement, c'est... alors je n'aurais pas dû commencer par ça. Je vais commencer par la définition, non pas Wikipédia, mais elle n'est pas loin. Mais finalement, c'est de se dire, je veux exécuter mon traitement. Donc on va parler de compute, hein. D'ailleurs le edge computing n'est pas spécifique à l'IA, hein, pour le coup. Je veux traiter quelque chose, non pas dans le cloud ou dans un endroit où j'ai beaucoup de compute, mais en périphérie du réseau, donc là où se trouvent les données. Donc en l'occurrence, quand on parle d'image, l'idée c'est d'exécuter potentiellement l'IA sur la caméra directement. Si je parle de son, potentiellement je vais être dans un environnement où j'ai pas accès au cloud ou autre, je veux que mon assistant, donc ça vous en connaissez tous, hein, j'imagine vous en avez tous un chez vous, il suffit que je dise et Alexa ou et Google, j'imagine que tous vos téléphones sont en train de se réveiller et vos applications sont en train de se réveiller. Donc l'idée c'est de se dire, ça ne va pas être exécuté avec la puissance du cloud, mais ça va être exécuté localement. Donc c'est ça l'idée du edge computing. Et si je reviens finalement, que je mets un petit peu avec l'une des visions d'un des patrons du GAFAM, alors en l'occurrence, il est très à propos dans une conférence comme celle-ci, mais avec Satya Nadella, où on nous dit que finalement l'intelligence va se retrouver partout, donc ce côté ambiant de l'intelligence qui va être partout. Mais on se doute bien que l'idée, c'est qu'on ne va pas renvoyer tout au cloud, mais qu'on va essayer justement de descendre le compute directement dans les choses qui nous entourent. Donc ça peut être un device comme les assistants personnels qu'on peut avoir, comme une caméra intelligente, mais des choses potentiellement beaucoup plus petites. Je les ai derrière, mais des Arduino, et pourquoi pas aller encore plus petit en termes de chipset. Donc finalement, quand on parle de IA et de edge computing, l'idée c'est de se dire quelle spécificité il peut y avoir pour de l'IA, pour descendre et que ce soit compatible avec du edge, parce que vous le comprenez très bien, avec un algo tout simple, avec des if et des boucles et des choses comme ça, hop, vous le compilez en C++, vous le faites tomber sur votre processeur. Pour de l'IA, comment ça marche? Eh ben, c'est le but de cette session, on va essayer de creuser ce sujet-là et de voir un petit peu les spécificités qu'il peut y avoir. Moi, j'utilise un terme, je parle de miniaturisation des algorithmes, et vous allez voir que finalement, l'une des spécificités, c'est de se dire, comment j'ai un algo de computer vision ou de speech to text ou autre, hein, potentiellement, qui tombe très bien sur le cloud ou sur mon MacBook Pro qui coûte 10 000 $, comment je le miniaturise et que je le fais tourner sur un tout petit chipset, c'est un petit peu l'objectif. Pour terminer de peindre le décor, il y a un terme qu'on n'utilise plus, mais moi que j'avais dans un slide deck depuis longtemps, quand je parlais d'IoT, c'est ce qu'on appelle le fog computing. L'idée du fog computing, c'est finalement l'entre-deux qu'il peut y avoir. Le edge computing, en général, on va parler d'exécuter quelque chose sur un device. Hein, donc un device plus ou moins gros, hein, ça peut être juste une petite puce dans un case qu'on a fabriqué en plastique, comme ça peut être finalement un device un peu plus gros. Il y en a un que vous connaissez tous, c'est celui-là, c'est le téléphone. Mais des fois, finalement, il nous faut un petit peu un entre-deux. Donc, notamment, je sais qu'il en a parlé à la session précédente, c'est ce qu'on va trouver principalement dans l'industrie, par exemple, où c'est difficile de descendre jusqu'à la machine-outil pour donner les éléments. Donc là, on a souvent les mécanismes de gateway, et l'idée de la gateway, c'est tout simplement c'est elle qui porte le compute, donc on n'est pas dans le cloud, on est sur quelque chose qui va être quand même on-premise, proche des devices, mais qui n'est pas le device, le device en lui-même. Donc souvent on parle de fog computing, c'est qu'on n'est pas vraiment on-premise sur Terre, on n'est pas vraiment dans les nuages, on est un peu entre deux, donc voilà. Donc c'est le principe de gateway. Là ici, quand on va parler d'intelligence artificielle à la périphérie, on va parler des devices et des gateways. On va vraiment parler des deux éléments, mais on va surtout pas parler du cloud. Et enfin, le dernier point auquel je voulais parler dans cette partie-là, c'est bien évidemment l'IoT, qui est le domaine de prédilection de l'intelligence artificielle à la périphérie, tout simplement parce que c'est là où on a le plus de besoins, hein. On est en train de connecter des objets. Ces objets, c'est facile de se dire qu'ils vont monter des indicateurs, la température, la pression, tout un tas d'éléments, donc ça on le voit très bien. On a aussi le cloud to device, donc pour justement piloter un peu ces éléments-là. Mais on se dit, on aimerait bien quand même qu'il y ait une partie de l'intelligence qui ne fasse pas l'aller-retour avec le cloud, hein. Donc
typiquement dans une architecture IoT, et c'est le cas depuis longtemps, hein. D'ailleurs, Microsoft a été très longtemps, enfin en tout cas au début, n'est pas parti en tête dans la course parce qu'ils avaient une offre qui était trop cloud. Mais dans l'IoT, on a besoin justement d'avoir ce côté intelligence qui va descendre au plus proche de l'objet. Donc on est vraiment dans le domaine de prédilection. Donc c'est important de le noter, c'est pas une session sur l'IoT. On va bien parler de modèles, on va bien parler de deep learning, on va bien parler d'entraînement, d'inférence, etc. Mais notre champ d'utilisation, ça reste l'IoT. Et nous, dans les éléments, donc on a notre projet HappyFace, mais parce que ça, c'est le projet qu'on peut montrer, mais évidemment, dans nos cas d'utilisation client, bah, c'est à chaque fois des projets IoT où on doit mettre de l'intelligence quelque part dans cette architecture IoT. On y reviendra un tout petit peu à la fin, c'est pas une session IoT, mais j'y reviendrai quand même à la fin, quand on parlera d'une des solutions qu'on peut avoir pour justement traiter ce problème de faire descendre l'IA à la périphérie. On verra ça en conclusion avec un petit peu d'architecture. On reviendra sur quelques blueprints de l'IoT. Alors, le challenge du hardware. La première des choses qu'on a à se préoccuper, ou en tout cas qui va venir dans la problématique de l'IA à la périphérie, c'est que comme je suis à la périphérie, je ne suis pas dans le cloud. Donc je ne fais pas de nouvelle VM. Alors je vais prendre quoi? Une DS4, une F quelque chose, etc. Donc je n'ai pas, on va dire, la simplicité d'avoir tout un système d'information. D'ailleurs, ça marche aussi avec des data centers classiques que vous pourriez avoir dans votre entreprise. Mais quand on va parler de périphérie, on va tout de suite parler de device ou de gateway comme on avait. Donc, forcément, on est sur des chipsets qui peuvent être spécifiques. Donc là, l'idée, c'est évidemment, la première des choses, c'est de se rencarder sur toutes ces spécificités du hardware, toutes ces spécificités du chipset. Et moi, je vais vous donner un peu de vocabulaire. L'idée, c'est pas de faire un cours d'électronique. Et puis, je ne suis pas un expert en électronique, donc j'aurais du mal à vous apporter cette expertise, mais au moins d'amener quelques éléments de vocabulaire ou quelques éléments autour des chipsets. Déjà, on a les familles de chipsets qu'on va avoir, et normalement, ça doit faire écho. Vous devez avoir forcément entendu quelques-uns de ces types de puces, et évidemment les CPU, puisque c'est quand même ce qui constitue nos ordinateurs depuis que les ordinateurs existent, hein. On est au cœur du réacteur avec un CPU. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'autres puces qui sont arrivées dans l'équation d'une solution informatique et qui vont répondre à différents besoins. Les GPU, normalement, surtout si vous êtes gamer, vous avez entendu parler de GPU et vous savez, et vous êtes habitué aux GPU, hein. Donc il y a eu la course, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, il y a eu la course grâce aux jeux vidéo, ou à cause des jeux vidéo, hein, la poule ou l'œuf, hein. Mais bon, on reviendra sur cette analogie par la suite. Donc ils sont un super allié, et notamment, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, on les utilise énormément dans le training de modèles. Peut-être que, on touchera deux mots tout à l'heure, mais c'est un type de puce qui va être intéressant. On a un autre type de puce qui est arrivé, et là on est sur l'initiative de Google, hein. C'est lui qui est le plus gros consommateur, alors selon eux, hein, Google est le plus gros consommateur selon Google, c'est les TPU pour Tensor Processor Unit. On est sur quelque chose qui va être vraiment adapté, alors pas que à TensorFlow, hein, mais au fait, donc Tensor, donc au réseau de neurones. Donc on a des puces qui sont spécialisées sur ça. Et enfin, on a une autre famille, alors je vous rassure, il y a aussi d'autres puces qui peuvent arriver, mais j'ai mis les principales. On a d'autres puces qui sont carrément les FPGA, où là on est sur de la puce dite programmable, Field Programmable Gate Array, hein, je crois que c'est ça. J'ai pas mon anti-sèche devant moi. Donc les FPGA qui là sont de plus en plus spécialisées, hein, puisqu'elles sont imprimables entre guillemets, donc on va vraiment déposer les éléments. Donc là on a des familles avec les SoC, là, les software on chip, on chipset, etc. Donc on a vraiment ces éléments-là. Voilà. Une autre façon de le voir entre les FPGA et les CPU, hein, c'est que finalement, on en a un qui va être très généraliste et très flexible, c'est le CPU, hein, finalement. Donc d'un point de vue IA, il va faire tourner potentiellement très, très facilement des petits datasets, des petits modèles, hein. Voilà, donc globalement, on est sur quelque chose d'assez générique, hein, pour le coup. Et plus on va aller vers les FPGA, plus on est sur quelque chose qui va nous apporter de la performance pour pouvoir traiter des gros modèles, des modèles complexes. Et notamment dans le monde, on va voir qu'on a un périmètre, un périmètre pour cette session qui est très centré sur les réseaux de neurones et le deep learning. Mais voilà, forcément, on a des choses qui sont aussi très très adaptées pour ce type de calcul. Donc, on voit tout de suite déjà que
c'est pas aussi simple de dire: «Bon, bah, je fais mon algorithme et puis je verrai bien, je le déploierai sur ma machine et puis, en avant un an, ça fonctionnera comme ça». On doit prendre en compte les différents types, de hardware qu'on va devoir, utiliser. Une autre vision qu'on a, là, on est vraiment sur le chipset, hein, sur le type de chipset, et on va avoir 2 familles, finalement aussi, de edge computing qui sont indirectement liés au chipset, mais c'est plutôt matriciel. On va parler de Light Edge et de Heavy Edge. Et j'essaie de l'illustrer avec juste à chaque fois une image. Quand on parle de Light Edge, l'idée c'est de se dire qu'on va être sur une puce, ou en tout cas un device ou une solution qui est justement fait pour être petit, ne pas coûter cher, et donc bien sûr avec tous les challenges qui vont avec, hein, sur la puissance, la puissance en énergie, la puissance de calcul, etc. Mais en effet, pour avoir quelque chose qui va justement être le plus miniature, miniature possible, hein. Donc, on va voir après où est-ce qu'on met les frontières, mais visuellement, là, vous voyez, hein, on a une puce, là, un système où il y a presque tout, c'est de l'Arduino, là, en l'occurrence, on peut considérer que c'est du light edge. On va voir de l'autre côté ce qu'on appelle le Heavy Edge, qu'on met principalement sur les gateways dont je parlais tout à l'heure. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Là où le Light Edge, on est sur des échelles, alors évidemment, hein, il y a différents prix, mais on est quand même sur des échelles de quelques dollars pour avoir notre chipset qui va fonctionner. Là, ici, un NVIDIA P100, ben, on est aux alentours de 6 à 10 000 euros, hein, vous voyez, hein, pour avoir ce truc-là qu'on va mettre. Donc, en plus, il faut le capot, il faut les éléments qui vont autour, mais vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de valeur. Par contre, d'un point de vue puissance de calcul, là, pour le coup, on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus puissant. Ça reste du edge computing, parce qu'on met ça à la périphérie. Évidemment, là, on est dans des cas spécifiques. On est, par exemple, dans l'industrie, où je vais avoir une seule machine au bout de l'usine pour pouvoir mettre mes éléments. Enfin, voilà, on a besoin d'un petit peu plus, hein. Évidemment, vous ne trimballez pas ce type de device dans votre poche. Pour donner un titre d'exemple, les FPGA que j'ai montré juste avant, on est pareil dans ça va de 2000 à 15 000 euros la carte. Donc vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose qui nécessite de l'investissement. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que si ça nécessite de l'investissement, vous ne pouvez pas arriver et avoir cette réflexion en fin de projet. Il faut l'avoir dès le début. Parce que, et là j'emploie un terme qui vient de l'électronique, des device makers, des Fab Labs et des projets IoT, c'est le BOM, le Bill of Material. C'est qu'il y a un moment, quand on regarde et qu'on pense son projet, il n'y a pas que les data scientists à payer, il y a combien coûte mon device à fabriquer. Donc j'ai besoin d'un chipset, j'ai besoin d'une case, j'ai besoin donc là, vous imaginez, vous avez tous les coûts aussi des imprimantes 3D, des choses comme ça. Donc il faut penser à tout ça. Donc comme on est dans le bill of material, vous doutez bien que vous n'allez pas voir votre chef ou votre investisseur et que vous lui demandez à la fin du projet en disant: ouais, alors j'ai presque terminé, mais pour terminer, pour que ça tourne, il faut que tu utilises une carte P100 Nvidia à 10 000 $. Voilà. Si la personne vous dit: bah ouais, mais le problème c'est que moi et là on travaille avec une startup qui a été confrontée à ça, hein, c'est qu'ils ont une solution pour du computer vision qui est à base alors c'est pas des P100, mais c'est du NVIDIA. Le problème, c'est qu'ils doivent le déployer dans, je crois, 300 ou 400 magasins. Bon, ben, quand le client arrive et dit: bon, ben, ça fait un peu cher par magasin, je ne peux pas prendre votre solution. Vous voyez que le bill of material, il est important, et on a besoin justement de penser ça, de penser ces chipsets et ces composants dès le début. Alors, où est-ce qu'on met la frontière? Alors, à vrai dire, on s'en fiche de savoir si c'est du light ou du heavy edge. L'important, c'est de savoir ce dont vous avez besoin pour construire votre solution, hein. Mais juste pour donner des exemples ici de light edge et de heavy edge, et des exemples qui peuvent être très très intéressants. Là, par exemple, on a la Databox Edge. Alors, il y a du FPGA dedans, mais c'est un produit. C'est assez marrant parce que c'est du matériel, mais qui est vendu comme étant un service Azure, hein. Donc, je ne sais pas s'il est en public preview, mais en tout cas, c'est un service. Vous allez sur votre portail Azure et vous commandez un Databox Edge, et quelqu'un vient vous livrer un serveur 1U qui est une gateway de edge computing que vous pouvez faire tourner chez vous. Donc la Nvidia, j'en ai parlé. Et de l'autre côté, on va avoir des devices assez intéressants. D'ailleurs, je suis bête parce que j'en ai une ici. Des petits devices, la Qualcomm, le Vision et DevKit, hein. Donc là, on est sur du chipset Qualcomm qui sait faire tourner
on y reviendra tout à l'heure, du IoT Edge pour le coup, sur lequel on peut descendre justement un algorithme. C'est une caméra intelligente qui contient les éléments. Avec le flou, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, pour le coup. Hop, voilà. Alors, autre exemple d'éléments qu'on peut savoir justement pour classifier un petit peu le Heavy Edge et le Light Edge. Et après, on va vite arriver à l'IA et je vais passer la parole à Jonathan. Mais pour vous donner ces éléments de vocabulaire, hein, c'est-à-dire que finalement, on reste toujours sur la même idée, mais globalement, ça vous donne un petit peu d'éléments. Des fois, on parle de constraint tier. Donc, en fait, c'est avec des devices où il y a des contraintes et donc sur lesquelles on peut ne pas installer n'importe quoi, etc. Alors que de l'autre côté, à partir de l'interactive tier, globalement, vous pouvez installer un Linux, un OS, enfin voilà, il y a moins de contraintes sur l'élément, vous pouvez faire plus de choses avec les gateways. Et si on fait un focus particulier avec, par exemple, un produit comme Azure IoT Edge, qui va vous permettre de déployer des choses sur notre Edge Computing, ben finalement, le point de démarrage, c'est 128 mégaoctets de mémoire et la possibilité d'installer un OS comme Linux ou Windows. Donc vous voyez que par exemple, ce produit-là, en l'occurrence Azure IoT Edge, arrive déjà avec des contraintes. Peut-être que vous avez besoin de mettre votre algo d'IA sur des choses plus petites. Par exemple, ça ne sait pas faire tourner. Donc ça, on est sur le MXchimp. Hein. S'il y en a qui font de l'IoT, vous le connaissez, hein, c'est connecté à Azure. Bah, typiquement, ça ne sait pas faire tourner de l'Azure IoT Edge. Il va falloir trouver d'autres mécanismes pour pouvoir faire descendre notre IA dessus. Hop. Finalement, il me restait un slide, mais je vais aller très vite puisque j'en ai parlé hein, sur le Light et Heavy. C'est une autre façon aussi de les séparer, mais vous avez besoin d'y réfléchir pareil avec votre BOM, votre Bill of Material quand on réfléchit à la solution. C'est que finalement, est-ce que je suis en mode connecté-déconnecté? Donc, est-ce qu'il me faut du Wi-Fi ou pas? Parce que si vous faut du Wi-Fi, vous êtes en déconnecté, c'est-à-dire qu'il vous faut une puce GSM ou une puce Wi-Fi, ou Bluetooth pour le coup, pour connecter, ou est-ce que vous êtes connecté en réseau tout ce qui est plus classique, est-ce que vous avez suffisamment de batterie, est-ce que vous avez un OS, etc. Donc vous allez avoir finalement ces choses-là qui vont caractériser et qui vont arriver comme étant des éléments d'une équation qu'on va vous montrer quand on va dérouler l'exercice, d'une équation qu'il va falloir résoudre quand on va vouloir mettre de l'IA dessus. Et ça, c'est des points qu'il faut prendre en compte dès le début et ça se réfléchit dès le début du projet. Je prends de l'avance sur la conclusion. C'est pas du spoil, hein, mais c'est cette première partie. Le message qu'on doit retenir, c'est que finalement, le hardware est tout aussi important que le framework de machine de deep learning que vous allez prendre pour faire votre algorithme. Et il arrive d'ailleurs au tout début. Voilà. Hop, ça j'en ai parlé. Hein. Donc finalement, quand on est sur ce type de device, on va avoir plein de challenges à régler, comme la puissance de calcul. Et à la rigueur, je vais juste parler de celui-là, parce que justement, Jonathan qui entraîne les modèles et qui arrive avec des modèles de computer vision ou de speech to text, il arrive avec un super truc qui marche très bien, mais qui est extrêmement gourmand en puissance de calcul, et donc en énergie, et donc en batterie. Et donc qui émet de la chaleur et que donc je ne peux pas mettre sur un device tout près. Donc bref, j'ai tout un tas de problèmes et justement il faut relever ces challenges-là. Donc moi j'ai une partie de l'équation qui est mon hardware. Maintenant, je vais te passer la main. Hop là, j'étais un peu vite. Hop là, viens ici. Je vais te passer la main, Jonathan, de se dire, toi tu as la deuxième partie de l'équation. Toi tu gères l'IA. Comment tu fais pour faire tourner ça sur mon petit Arduino ici ou ma petite caméra que j'ai ici? Merci Jean-Pierre. Je prends la main aussi sur l'écran ou tu défiles les slides? Il faut juste que tu me donnes ton top quand voilà, ou tu me fais un petit signe de la main quand tu veux que je passe à la Ça salle. marche. Ça marche. Bah, top. Alors, donc le challenge, c'est de descendre, comme a dit Jean-Pierre, les algorithmes sur des petits appareils de faible puissance. Expliquer pour que tout le monde sache de quoi on parle, je vais un petit peu vous faire, alors pas un cours, mais un petit récap sur ce qu'est un réseau de neurones, très rapidement. Et puis comment on l'entraîne, et puis sur quoi on va pouvoir jouer en fait pour pouvoir lire ces algorithmes sur nos appareils. Alors, vous voyez sur cette slide, on a à gauche et à droite des données. Donc, en fait,
C'est un jeu de données qu'on partage en deux, donc souvent c'est 80%, 20%. Le premier jeu de données de Train, ça sert, comme son nom l'indique, à entraîner notre réseau de neurones. Et puis le test, c'est pour le confronter en fait à la réalité, pour voir s'il se trompe ou pas. Donc le Train passe dans les petits ronds, vous voyez, ce sont les neurones. Et puis après, on a des traits qui relient les neurones, ce sont des synapses. Ça reproduit un petit peu le schéma du cerveau humain, mais vraiment, c'est très schématique puisque le cerveau humain est beaucoup plus complexe en réalité. Donc on a nos données qui rentrent dans une première couche qui s'appelle input, qui va après cheminer la hidden layers, et en sortie, il nous donne une prédiction. Donc cette prédiction, on va la comparer à notre jeu de test, donc à la réalité, et voir s'il y a un gros décalage entre la prédiction et la réalité. Et ça, on va le calculer avec une fonction qu'on appelle fonction de coût, où voilà, l'idée c'est que notre fonction de coût soit au minimum, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'erreur, enfin un minimum d'erreur en fait. Et donc tant qu'on a de l'erreur, et tant que ça ne nous plaît pas, eh bien on fait recheminer en sens inverse nos données pour mettre à jour ce que vous voyez, les petits W sur les synapses, ce sont les paramètres, des poids. Voilà, on va jouer là-dessus sur l'apprentissage de notre réseau de neurones. En fait, c'est ça sont des coefficients qui vont donner une combinaison correcte qui va représenter la réalité, en fait, la réalité de ce que on veut prédire. Donc ça fait un va-et-vient, on appelle des itérations. Souvent ça prend de longues heures, voire même toute une nuit, voire même des semaines, enfin des jours on va dire entiers, quand ce sont des très gros réseaux de neurones. Là vous voyez peu de neurones, en réalité c'est du deep learning, c'est des millions de neurones et des millions de paramètres à gérer en fait, et à mettre à jour. Donc quand on est tout en bas de notre courbe de fonctions, on a trouvé notre minimum et nos paramètres voilà, sont ajustés comme il faut. Par exemple, si on veut détecter des émotions comme on l'a fait avec notre projet, eh bien, nos poids sont ajustés pour trouver les bonnes émotions. Donc, l'entraînement fait, nos poids après restent les mêmes. Donc, on a un modèle, en fait, c'est une architecture de neurones avec les bons paramètres entraînés. Donc, les paramètres restent les mêmes après. Ce qu'on va lire sur nos appareils de faible puissance, en fait, ce sont uniquement ces poids et cette architecture de neurones déjà entraînés. Voilà, merci Jean-Pierre, donc je peux passer. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que on va figer, on va enregistrer ces paramètres avec les bonnes performances. Donc la loss, donc vous voyez, c'est ce que je disais, la fonction de coût qui est minimale. Et puis l'accuracy, c'est un indicateur de performance. Donc plus l'accuracy est élevée, et mieux c'est. Tu peux passer, voilà. Donc tout le challenge que j'avais relevé en arrivant pour l'innovation de Jean-Pierre, c'était donc déjà d'entraîner un bon modèle sur mon PC, vous voyez, avec une grosse carte graphique, 16 Go de RAM, et de faire tourner sur un petit appareil. Donc certains connaissent, c'est le Raspberry Pi. C'est une sorte de mini PC en fait, qui tourne sur des puces ARM, c'est un peu les technologies mobiles en fait. Puissance entre les deux appareils. J'ai mon modèle qui tourne pas mal, mais quand même ça fait souffler les ventilos de mon PC d'un côté. Et puis il faut que je transpose ce gros réseau de neurones sur un Raspberry Pi. Donc là, j'étais un petit peu, pas embêté, mais franchement, gros challenge quand même. Pas un cadeau, quoi. Alors, heureusement, les chercheurs en IA sont penchés sur la question, parce qu'il y a un gros enjeu industriel, comme on a pu le voir avec Jean-Pierre et puis sur la session d'avant. Donc, les chercheurs sont penchés sur 3 grosses pistes d'optimisation que je vais voilà, vous expliquer. Alors, la première piste, alors ça fait un peu jardinland avec les sécateurs, mais c'est exactement ça. Ça s'appelle le pruning. Alors, le pruning, ça veut dire élagage en anglais. Donc, on va élaguer
notre réseau de neurones. Alors, donc je vais reprendre mon réseau de neurones tel qu'il était. Alors, comme je vous ai dit, il y a... Alors, tu peux revenir. Ouais, voilà, merci. Donc, ouais, sur celle-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des millions de paramètres, des millions de poids, des weights, vous voyez les petits W dans un réseau de neurones. Donc, les chercheurs se sont dit, parmi certains qui servent plus que d'autres, qui impactent sur le résultat plus que d'autres. Donc, ils se sont dit, on va créer un algorithme qui va chercher les poids, les paramètres qui ont le moins d'impact sur notre résultat, et puis on va les couper. Donc on va voir sur la slide suivante à quoi ça ressemble en fait. Voilà. Concrètement, c'est ça. On prend un petit ciseau numérique et puis on va couper les paramètres qui nous servent le moins en fait. Et puis ça va alléger notre modèle au final. Donc je l'ai testé. J'ai testé ça sur notre modèle de Happy Face. Alors là, vous avez le petit bout de code qui va bien sur TensorFlow. Alors celui-là, c'est vraiment le dernier code qui date du mois d'avril, donc qui a été présenté lors d'une conférence TensorFlow. Ils ont énormément simplifié le code, ça devient super accessible, et ils savent qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc ce qui était prise de tête il n'y a pas si longtemps, ça devient presque un vrai plaisir à faire en fait. Donc voilà, tu as le petit pointeur. On peut voir en haut qu'il y a une librairie à importer. Donc c'est une librairie, donc globalement c'est TensorFlow, et puis on prend le module TFMOT. Enfin, en fait c'est Model Optimization, et puis on l'appelle TFMOT. On a notre modèle, donc Sequential. Donc là je vais parler un petit peu technique pour ceux qui connaissent. On a notre programme de pruning. Alors, je ne vais pas préciser tout ce que c'est, mais en gros, ça nous dit un petit peu ce que ça va découper. Et après, voilà. En fait, vous voyez en bas, model for pruning.fit. .fit, ça veut dire qu'on va commencer l'entraînement. C'est-à-dire que notre pruning va se faire pendant l'entraînement. Traîne et au fur et à mesure, il est lag, ce qui est le moins utile en fait. Voilà, donc vous voyez en dessous, j'ai indiqué des résultats de nos expérimentations chez Azeo. Donc je suis parti d'un modèle très connu qui s'appelle YOLO, c'est de la détection d'objets. Alors, YOLO V3, normalement, c'est 61 millions de paramètres. Donc ce sont les poids dont je parlais, il y en a 61 millions. Il fait 237 mégas de stockage hein, sur votre disque dur. Et puis, donc moi, j'ai testé sur mon Raspberry Pi. Et on avait une inférence toutes les 7 secondes. Donc c'est très très long comme temps d'inférence. Ça veut dire qu'il y a une prédiction toutes les 7 secondes. Donc notre idée, c'est de faire du temps réel. Là, on est très loin du temps réel en fait. Et puis, donc, j'avais une précision importante à 85%, ce qui est très bien pour l'object detection, en fait. Au-delà de 80%, c'est très bien. Et donc, après élagage, on peut voir en dessous que eh bien, ça réduit drastiquement les paramètres. On est passé de 60 millions à 10 millions de paramètres seulement. La taille du modèle à 97 mégas. Je regarde mon timing, ça va. Et puis, surtout, la vitesse d'inférence est tombée sous la seconde, donc c'était notre objectif. Donc, du coup, on a eu vraiment des prédictions très rapides qui nous ont assez surprises au départ. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Déjà, j'avais gagné des points chez Azeo. On va voir, maintenant la deuxième piste d'optimisation qui s'appelle la quantization. Donc c'est quantification en réalité, c'est un terme mathématique donc, qui s'applique au machine learning. Donc on va voir de quoi il s'agit. Alors, donc l'idée du pruning, c'était d'enlever des paramètres. Mais on peut aussi jouer sur les paramètres eux-mêmes. Alors, il faut savoir que les paramètres sont globalement codés en bits.
Donc actuellement, c'est du 32 bits. Donc peut-être que ça ne vous dit rien. Mais 32 bits, en fait, c'est une possibilité de mémoire, en fait. C'est de la place mémoire pour faire du calcul. Alors, vous avez ici un exemple sur du 8 bits. On a un poids de 8 bits, ça nous laisse la possibilité d'avoir 256 valeurs. Ça veut dire 256 paramètres différents possibles. Si je le descends à 5 bits, eh bien, ça me laisse le champ pour 30 valeurs possibles. Donc, ce que j'appelle valeur, c'est des chiffres, en fait. Lorsque vous avez des chiffres avec des virgules et puis 4 chiffres derrière, ça fait beaucoup de valeurs possibles. Donc, 8 bits, 256 valeurs. Si je regarde sur ma slide à droite, si j'ai par exemple 1000 poids qui font 8 bits, j'ai 8000 bits. Si je les descends à 5 bits, eh bien, j'ai 5000 bits, donc j'ai 35% de gain de mémoire. Donc ça, c'est très intéressant pour moi pour voilà, pouvoir optimiser mon modèle et l'alléger. Donc on va voir sur la slide suivante, concrètement, ce qu'on va faire et ce qui est fait généralement. C'est que, comme je vous disais, les neurones sont codés en 32 bits float, ça veut dire que c'est des chiffres avec des virgules. Vous voyez sur la flèche du bas, le nombre de possibilités, en fait, c'est assez hallucinant. On est sur du 3 exponentielle 38 possibilités en positif et pareil en négatif. Donc, ça peut être intéressant pour faire des gros calculs, mais bien souvent, on peut finalement estimer qu'on peut aller vers des chiffres entiers, en fait, sans virgule. Donc c'est ce qu'on va faire avec, on va prendre des entiers codés en 8 bits, et puis vous voyez l'échelle qui passe de 3 exponentielle 38 à seulement 127, et 127 de l'autre côté. Ça fait un peu penser à du 8 bits Nintendo contre du PlayStation 4, vous voyez. On tombe un peu sur des gros carrés, mais c'est peut-être suffisant pour nos cas d'usage. En tout cas, vous allez voir que ça marche plutôt bien, puisqu'on perd assez peu en précision. Alors, je précise que sous les 8 bits, après, ça marche plus. Donc, c'est vraiment le maxi. Alors, d'ailleurs, je porte juste une petite précision. Ouais. Ça vient du traitement du signal, en fait, à l'IA. C'est pas quelque chose qui Ouais, est tout à propre fait. à l'IA. Le traitement du signal pour le compresser, c'est le principe du MP3 et de tout un tas de formats audio et vidéo. Ben, on s'aperçoit qu'en fait, oui, en pixelisant une image, il faut juste trouver l'endroit où on a pixelisé, où on voit toujours que c'est l'image, mais que finalement, on a utilisé moins d'éléments. Donc, c'est garder cette image-là pour la quantisation. Ouais, tout à fait. Donc pareil, je vous avais mis des petits bouts de code. Alors donc c'est encore une fois TensorFlow. Je refais un peu de pub, mais j'aime beaucoup ce framework en fait. Il se simplifie de plus en plus, donc il est vraiment il est facile d'accès en fait. Et donc là, c'est la dernière version du mois d'avril. Et vous allez voir que c'est hyper simple pour quantifier un modèle. Alors, à gauche, mes de l'école IA vont tout de suite reconnaître un modèle fait en Keras. Alors Keras et TensorFlow sont en train de fusionner, donc maintenant on n'a même plus à importer spécialement Keras, c'est tout se fait avec TensorFlow. Donc on construit notre modèle sequential, on le compile et puis on fit. Donc on fit, on entraîne. Et puis vous allez voir ce qu'on a juste à ajouter voilà, sur notre code. À droite, j'ai encadré. On a juste à importer donc, le bon module de TensorFlow, Optimization, et puis on a juste à ajouter une variable à notre modèle, Quantization, et après ça fit comme on dit, ça entraîne notre modèle tout en le quantifiant. Donc ça marche un petit peu comme le pruning, et puis en tout cas sur le code, ça fonctionne vraiment pareil. Donc, de ce point de vue-là, maintenant, c'est pas une grosse difficulté. Alors, quand j'ai à coder, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, c'est vraiment top. Enfin, en tout cas, je recommande à quiconque veut optimiser ses modèles à tester cette nouvelle version de TensorFlow. Top, top. Alors, voilà ce qu'on a fait sur la quantisation de notre modèle HappyFace. Alors,
ce qui est assez marrant, c'est qu'on tombe un peu sur les mêmes résultats que le pruning. Alors, donc là, je parle plus de paramètres, mais je parle de mémoire, de gain de mémoire en fait. Donc on était à 269 mégabytes, et puis on tombe à 77, donc on a un gros gain de mémoire. Pareil, encore mieux sur la taille du modèle, parce qu'il faut savoir que quand ça tourne sur un petit appareil, on n'a pas forcément un gros stockage, on n'a pas 1 téraoctet à mettre voilà, sur notre appareil. Donc là, on est à 13 mégas contre 237, ce qui est carrément époustouflant. Et puis, la vitesse, et ben, encore une fois, on tombe sous la seconde, même encore mieux que le pruning. Donc, next step pour nous, c'est d'associer le pruning et la quantification. Donc, voilà, je suis en train d'expérimenter ça en ce moment. Ok. Donc, on a déjà des belles pistes offertes par les chercheurs et les data scientists. Il y a quand même une troisième voie qui est un petit peu le nouvel Eldorado des constructeurs de puces. C'est voilà, c'est le hardware et associer le software et le hardware en fait. Alors, ce qui parle au grand public, c'est voilà, c'est nos smartphones. C'est un petit peu la première step du edge computing. C'est de l'embarquer, un smartphone, et puis c'est déjà assez puissant. Alors, quand on fait du deep learning pour le mobile, eh bien, on a des frameworks et puis des modèles qui sont directement optimisés en fait pour le hardware, pour le mobile. Donc, chez Apple, ça s'appelle CoreML. Sur Android, c'est TensorFlow-Lite. Et puis, ces formats sont directement optimisés pour des puces qui sont elles-mêmes optimisées pour faire tourner ces formats. Donc, par exemple, sur les derniers iPhones et puis sur les derniers Pixel Google, vous avez des puces neuronales donc, qui sont vraiment dédiées au machine learning, qui peuvent tourner à 5 TOPS. Donc, pour vous donner une indication, c'est du 5000 milliards d'opérations par seconde, ce qui est énorme, énormissime. Quand vous prenez une photo, il y a 5000 milliards d'opérations par seconde. Voilà, pour détecter votre visage, le décor, pour faire un flou arrière, etc. Donc c'est hyper rapide, c'est transparent pour l'utilisateur et pourtant derrière ça carbure pas mal. Je vais me dépêcher parce que là je prends un petit peu trop de temps. Alors le software et le hardware, donc c'est connu chez Apple, hein, ils optimisent leur logiciel et leurs appareils. Ça marche un petit peu pareil pour le machine learning, en plus compliqué, parce qu'il faut que s'aligne le framework d'entraînement, le format du modèle, le moteur d'inférence, c'est-à-dire ce qui va faire tourner votre modèle sur le hardware. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples. Je ne sais pas si c'est très visible en fait sur YouTube. Si, ça va. Des frameworks, on a par exemple Caffe, TensorFlow, PyTorch, etc., qui nous sortent des modèles en point A, etc. Sans compter les optimisations, comme tout à l'heure on a vu, un TensorFlow, ça peut aussi être optimisé en TF-Lite, etc. Et puis dessus, donc on va vouloir faire tourner ces modèles sur du hardware, mais au préalable, il va falloir convertir nos modèles sur des formats, donc encore des nouveaux formats qui soient compatibles avec les moteurs d'inférence. Donc chaque constructeur en fait a ses propres moteurs d'inférence. Donc c'est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, la course en fait, celui qui va imposer son standard. On a Nvidia qui a TensorRT, Intel OpenVINO, Google HTPU, etc., etc. Alors, on va passer à la slide suivante. Alors, vous voyez ici, par exemple à gauche, pour Vitis. Donc, Vitis, c'est un moteur d'inférence proposé par Xilinx, qui est un fabricant de puces électroniques. Donc lui, il prend en charge deux frameworks. On a Caffe et TensorFlow. Et puis, il a tout un kit de développement pour pouvoir faire tourner les modèles sur ses propres puces.
Donc, si déjà on a codé son modèle en PyTorch, bah, c'est mort, il faut recommencer. Donc, c'est un petit peu galère. Pareil, à côté, on a NVIDIA voilà, qui a son propre kit développeur et son moteur d'inférence qui s'appelle TensorRT. Et ce qui est rigolo, c'est ce qu'on voyait avec Jean-Pierre, c'est que sur leur page de présentation, il y a un petit disclaimer qui nous dit If you use different combination of release, eh bien, ça risque de pas trop marcher. Expect to meet difficulties. Exactement. Voilà, donc il faut avoir exactement la bonne combinaison pour que ça marche. En fait, ça nous a amené à l'analogie suivante. C'est le message qu'on voulait faire passer, c'est que finalement, si je reviens sur ce slide-là, en fait, je suis obligé de trouver le bon alignement qui va bien. C'est-à-dire que finalement, le choix d'avoir choisi par exemple un Jetson Nano comme hardware va m'obliger à utiliser tel ou tel moteur d'inférence parce que l'autre n'est pas compatible. Ou alors sinon, je retombe sur finalement quelque chose qui n'est pas optimisé avec la puce. Donc c'est quand même dommage de s'acheter une puce à 100 $ avec des optimisations IA pour la faire tourner comme un CPU. Hein. Ça n'a pas de sens, autant prendre un petit Raspi. Donc il faut que je prenne le bon moteur d'inférence, mais ce moteur d'inférence ne supporte que tel ou tel framework d'entraînement parce qu'en fait, le framework d'entraînement génère le modèle. Donc il y a des instructions à l'intérieur qui sont supportées ou pas supportées. Donc en fait, on a ce phénomène un petit peu comme si on est au jackpot. Il faut aligner les 3 sets ou les 4 sets. Et donc c'est pour ça qu'il faut connaître, et qu'on prenait ces exemples-là, il faut connaître finalement quel fabricant utilise quel framework est compatible avec quoi, et bien sûr tous les ponts qui vont avec. Donc là, en l'occurrence, alors c'était pas NVIDIA qui donnait ce disclaimer, c'est une personne qui a fait une démo complète avec de bout en bout, et il explique que en fait, si tu changes la moindre combinaison dans ce que lui il a fait, en fait, ça marche plus. Voilà. Donc, dès qu'il y a une mise à jour, il y a tout qui pète parce que c'est extrêmement aligné aux éléments. L'autre exemple qu'on avait, mais on l'a pas screenshoté, je pense, on va y venir après sur Onyx, c'est par exemple, on s'aperçoit que dans le projet qui fait la conversion de PyTorch vers TensorRT, donc NVIDIA fournit un projet open source pour faire la conversion. Bon, en fait, le dernier pull request, par exemple, c'est qu'avant, il ne supportait pas les entiers sur 8 bits. Voilà, donc vous voyez, vous avez tout un tas de points de détail, donc ça devient finalement un truc extrêmement d'expertise. Il faut connaître, il faut aller chercher dans tous ces éléments et regarder ce qui marche parce qu'il manque finalement une cohérence entre tout ça. Chacun fait un petit peu, ça manque d'homogénéité. Mais heureusement, et là je te rends la main, on n'a pas un slide, mais je te rends la main sur ce sujet-là. Ouais, donc donc c'est un gros casse-tête et on est face à un vrai problème. Donc il y a des entreprises qui sont quand même penchées sur la question. Donc les premiers, c'était Facebook et Microsoft qui sont associés pour créer une sorte de consortium qui s'appelle Onyx. L'idée, c'était de rendre interopérables leurs frameworks, en fait. Ce qui est totalement brillant comme idée. Et puis après, d'autres, alors si tu peux revenir légèrement en arrière, voilà. Après, d'autres boîtes, d'autres constructeurs se sont voilà, engouffrés dans cette idée, donc ont été rejoints voilà, par tous les grands frameworks, hein, qu'a fait PyTorch, Paddle, etc. Et puis, outre cette interopérabilité, il y a surtout une optimisation matérielle aussi qui est possible. Donc c'est une sorte de convergence en fait entre voilà, le software et le hardware. Donc Onyx veut faire l'alignement dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez du Qualcomm, du Nvidia et puis des modèles codés en TensorFlow ou PyTorch, eh bien ça pourra marcher grâce au format Onyx en fait. C'est un peu le HTML, c'est un peu risqué cette analogie, mais c'est un peu le HTML qui se veut le format. Alors le HTML, ça a mis le temps avant qu'on arrive C'est à... un peu risqué là. Voilà. Mais voilà, le Onyx. Et enfin, il est temps de terminer parce qu'il me reste 49 secondes. La bonne analogie que vous pouvez faire finalement dans ce milieu-là, c'est finalement ce qu'il y a eu avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que finalement, on ne sait jamais trop
qu'est-ce qui a alimenté? Est-ce que c'est le jeu qui a fait qu'on a créé des cartes graphiques de plus en plus performantes et puissantes? Ou est-ce que c'est la carte graphique qui, en apportant des nouvelles puissances et fonctionnalités, a fait en sorte que le marché du jeu vidéo propose des nouvelles choses? Ben, finalement, on est sur la même un peu analogie. C'est-à-dire que finalement, les gens qui fabriquent les modèles, ben, en fait, ils ont envie de... Donc, ils inventent. Il y a YOLO V4 qui vient de sortir. Donc, ils inventent en permanence pour ajouter de l'intelligence justement dans les modèles et nous permettent à nous de les spécialiser, d'avoir ça. Mais d'un côté, il y a besoin de la puissance pour faire ça. Et donc, les fabricants de chips, ben, en fait, essayent de faire en sorte d'être capables d'exécuter ces modèles de façon performante, mais aussi eux-mêmes proposent des innovations avec leur propre toolkit pour faire ça. Et finalement, le lien entre tout ça, comme l'a été dans les jeux vidéo, des choses comme DirectX ou OpenGL, je parle notamment sur de la 3D, ben finalement, on a Onyx qui va essayer d'unifier, de faire en sorte que ces deux mondes avancent à peu près au même rythme, en tout cas avec une certaine synchro. Voilà. On avait une dernière partie sur la partie IoT Edge, mais je vous la passe et j'arrive directement à la conclusion. Comme ça, je vais l'expliquer. Donc, si vous devez retenir des choses de cette session, c'est que pensez bien à designer votre hardware dès le début et avoir cet alignement avec les éléments. Ce serait quand même dommage de partir de la partie modèle, d'être super content, d'être les data scientists et fait un super boulot, mais que ça soit impossible à miniaturiser, à descendre sur un chipset qui est votre cible. Et inversement, si vous savez tout de suite que vous devez faire tourner ça sur un tout petit truc à 5 $, bah, finalement, voilà, mettez en tout ce qui va bien. Ensuite, optimisez votre modèle. Et là-dessus, il y a plein de choses pour pouvoir optimiser, en passant par le Nix, en passant par les frameworks et les développeurs kits de chaque fabricant, ou des choses plus génériques comme le pruning et la quantisation. Voilà, c'est les deux éléments. Et ce qu'on n'a pas pu voir, mais si vous êtes curieux, on est prêt à prendre quelques questions, c'est finalement, est-ce que les conteneurs n'est pas l'avenir de tout ça, puisque c'est un bon moyen de virtualiser cette problématique et de ne plus avoir de problème d'alignement et de se dire, moi, je fais un container, vous vous démerdez pour le faire tourner comme vous voulez sur ce que vous voulez. Voilà, c'est une des pistes. J'avais quelques slides pour l'illustrer, mais on laissera le suspense et potentiellement, ça sera une autre session. Je vois que les opérateurs sont tous là, Émeric, Edwige et Virginie. Est-ce qu'il y a des questions pour nous sur cette session? Merci Jean-Pierre et Jonathan. Alors, il y a juste une question qui a été posée, c'est qu'est-ce que vous trouvez de plus à TensorFlow qu'aux autres frameworks Elle est pour toi celle-là, Jonathan. Là, c'est ce que je disais, c'est une simplicité sur le code, de plus en plus accessible en fait. TensorFlow en lui-même était à la base un petit peu compliqué, mais c'est un Français, François Chollet, qui a créé Keras. Donc c'est une sorte de framework qui se met par-dessus le framework TensorFlow pour simplifier l'usage de TensorFlow. Et puis voilà, Keras est récemment fusionné avec TensorFlow et du coup l'ensemble est devenu très accessible. Donc voilà, c'est ce qu'on apprend en général, c'est du Keras, donc du TensorFlow. Ah, moi, j'ai une autre lecture un petit peu autour de ça, c'est qu'en effet, il y a un peu la bataille des frameworks. C'est comme de dire, si tu mets deux développeurs dans une pièce et tu leur dis, vous préférez React ou Angular, donc là, tu en as pour à peu près 2 jours qui se battent à savoir quel est bon. Donc il y a un petit peu de ça, c'est les librairies qu'il y a, et potentiellement, il y a des librairies que tu vas trouver dans un framework plutôt qu'un autre. Il y a de l'affinité aussi du développeur par rapport aux éléments, et puis il y a tout l'investissement. TensorFlow, beaucoup y vont, même Microsoft qui avait un Cognitive Toolkit, qui avait un framework d'entraînement et d'inférence, l'a abandonné, et même eux disent que TensorFlow est très bien et investissent dans le projet TensorFlow. Bon, bah voilà, à la fin, il ne doit en rester qu'un, c'est comme Highlander, on verra qui gagnera pour le coup. Ok. On avait une dernière question en dernière minute. Si on développe en Xamarin, avez-vous des suggestions? En Xamarin, là on ira sur du cross-platform, donc on aura du TF Lite et puis du Core ML pour la partie iOS. Ouais, ou on n'en a pas parlé, mais Azure IoT Edge, potentiellement, on peut avoir des containers qu'on peut appeler depuis Xamarin. Donc, en fait, le problème n'est pas Xamarin, parce que je pense que Xamarin saura appeler un modèle sur les différents. C'est plutôt comment on va architecturer ou designer la solution. Et là, on va, d'un point de vue conception, on va choisir le plus simple. Enfin, je vais dire un truc tout bête. Moi, j'avais regardé justement CNTK, donc l'un des toolkits de Microsoft. Pourquoi j'avais regardé ça? Tout simplement parce que je codais en .NET
et qu'il y avait une librairie toute bête où je faisais model.load, enfin new model en donnant le chemin de mon modèle et modèle.predict et je fais ça en 2 lignes parce que c'est simple pour moi. Donc à vrai dire, il faut regarder en Xamarin, qu'est-ce qu'il peut appeler comme moteur d'inférence. Voilà. Ok. Encore une fois, c'est cette histoire d'alignement. Vous rajoutez une contrainte dans l'équation qui est Xamarin, en fait, après, il faut aligner tout ce qui va bien. Donc, est-ce que si je pars de TensorFlow, je suis capable d'avoir un truc qui va être exécuté par un moteur d'inférence sur Xamarin? Il faut trouver le chemin entre les Tensor, PyTorch, tout Tensor, etc. Il y a tout un tas de convertisseurs qui existent. Et c'est pour ça que finalement, essayer de viser ce format du milieu qui est Onyx. Voilà. Ok, merci à vous deux, Jonathan et... Merci à Je vais vous. montrer un dernier petit truc, c'est que, alors je ne l'ai pas allumé, mais ça c'est notre Happy Face en fait tel qu'il est aujourd'hui. Donc il y a un Raspi au milieu avec plein de ventilos parce qu'il chauffe encore un peu. Donc quoique avec les dernières optimes il va bien. Une caméra et donc derrière, bon, alors, il n'est pas allumé, mais il allume une petite bande lumineuse en fonction des gens qui sont en face. Donc c'est notre laboratoire, on le fait tourner là-dessus entre un ingénieur IoT qui bosse avec Jonathan sur ça. Ok, super, on a eu un petit peu de hardware pour la fin. Génial. Exactement. Merci. Bon, du coup, je vais demander à Virginie et Edwige de me rejoindre pour qu'on fasse la conclusion, Yes, le petit mot de la fin. le petit mot de la fin. Nous revoilà. C'est ça, nous sommes de retour. Merci à tous déjà. Merci Jean-Pierre et merci Jonathan pour cette session. Et puis d'une manière globale, vu que c'est le mot de la fin, je remercie tous les participants qui sont restés avec nous tout au long de la journée, tous les sympathisants qui ont donné un coup de main sur la com, les réseaux sociaux, qui ont répondu en call for speaker, tous les speakers qui ont relevé le défi avec leur session. Et puis les vidéos suivront bientôt, parce que là, on était en live, mais tout a été enregistré. Donc, les vidéos seront disponibles prochainement à Zap, j'espère. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir organiser cet événement avec vous et de pouvoir vivre cette journée avec vous en continu. Une expérience que j'avais, pour ma part, jamais eu l'occasion de faire. Donc, ça sera une grande première dont je me souviendrai. Je laisse les autres s'exprimer si vous en avez envie, n'hésitez pas. Pareillement, je trouvais que c'était une super journée. Voilà, et donc, super thème, super speaker, voilà. Bon, voilà, c'est le moment où on se félicite. Et On est super oublions content pas de vous. Merci à tout le monde. Et surtout, N'oublions pas spécial la- merci à Igor. Ouais. Ouais, et un grand merci à Igor pour avoir géré comme un maestro encore une fois la régie. Pendant les 8 heures non-stop où on était en live sur Ça, YouTube. Igor et Lisa aussi, quand même, parce C'est qu'il ne ça. faudrait pas Oui, oublier. Elisa, faut pas l'oublier. Donc c'était Donc impeccable. N'hésitez pas à aussi relayer la com à l'issue de l'événement. N'hésitez pas aussi à refaire un coup de com pour les diffuser autour de vous. Et par la même occasion, si vous avez envie d'inviter les gens à s'abonner à la chaîne YouTube Global AI Community, n'hésitez pas à le faire parce qu'effectivement, l'annonce du jour, c'est qu'il va y avoir d'autres événements de ce type. Certaines personnes sont déjà au courant dans la sphère Microsoft et dans la sphère des MVP, mais tout le monde ne le sait pas, donc je le dis ici. Il va y avoir d'autres événements de ce type qui vont arriver à partir de maintenant, d'aujourd'hui et jusqu'à à peu près 2021, parce qu'on sait que avec le contexte actuel, tous les pays dans le monde ne vont pas être déconfinés de la même manière et rien n'est sûr encore pour les événements en présentiel. Donc d'autres événements seront relayés et publiés sur cette chaîne, notamment. Voilà. Et donc, c'est nos premiers événements virtuels et c'est ça, le premier d'une longue série, on l'espère. Le premier d'une longue série, absolument. C'est ça. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. En tout cas, on s'est bien amusé et puis j'espère que ça vous a plu aussi. Yes. Merci à tous. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.